Ravi de vous retrouver pour une belle soirée culturelle autour notamment de la pop culture, des arts, de la mode, de la littérature. Nos chroniqueurs sont là, ils sont prêts, ils se sont donnés à fond pour vous concocter un programme vraiment de choix et un programme qui va concerner la jeunesse guadeloupéenne, mais aussi la jeunesse dans le monde. On vous en dira quelques mots tout à l'heure. Et puis, nos chroniqueurs qui sont magnifiques, qui sont sublimes ce soir, eh bien, vont pouvoir travailler un sujet de façon transversale, mais également vous présenter des petites pépites qu'on a en Guadeloupe, que ce soit en termes d'exposition, de peinture, mais également en termes de manifestation et de littérature. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par un petit clin d'œil, un focus aujourd'hui qui sera consacré à notre matière première, j'aime bien le dire au sein de Team Kilty, c'est la pop culture et en particulier les bandes dessinées. Alors je m'adresse aux jeunes qui sont devant moi, les étudiants, pour vous dire, est-ce que vous savez ce qui existait pour se distraire dans les années 80, les années 90, même 70, avant qu'il y ait les réseaux sociaux? Il y avait les bandes dessinées, il y avait les livres. Et il y avait un genre particulier dans les bandes dessinées qu'on appelle les comics, aujourd'hui que l'on connaît sous la forme de personnages dans les films hollywoodiens, Marvel, de DCU, donc Superman, Spider-Man, etc. Mais en fait, la galaxie des super-héros, elle est beaucoup plus étendue que ça. C'est d'ailleurs même un multivers avant l'heure, n'est-ce pas Sébastien? Et on a pu connaître ce genre culturel dès les années 70 en Guadeloupe, et en France, grâce à une petite entreprise qui a réussi en fait à exporter ces bandes dessinées, à les traduire, à les réimprimer et faire en sorte que donc en France, on puisse avoir accès à la culture des super-héros. Alors on a décidé de consacrer un petit sujet à ce phénomène qui existe jusqu'au jour d'aujourd'hui, on va en dire quelques mots tout à l'heure, mais tout de suite on va regarder donc ce sujet consacré à cette entreprise appelée les éditions Lug. Les éditions Lug, fondées à Lyon en 1950 par Marcel Navarro et Auguste Vistel, occupent une place singulière dans l'histoire culturelle française. Bien plus qu'un simple relais commercial de la bande dessinée américaine, elles ont constitué, entre la fin des années 1960 et la fin des années 1980, une interface culturelle entre deux imaginaires, celui du mythe américain du super-héros et celui de la tradition française de la bande dessinée populaire. Lug a ainsi été un vecteur de globalisation culturelle, mais aussi un lieu d'appropriation, de traduction et d'hybridation, révélant les tensions entre culture nationale, industrie culturelle et imaginaire transatlantique. La fin des années 1960 marque l'ouverture de la société française à une culture de masse mondialisée. Pop culture, télévision, rock, cinéma américain, science-fiction. L'arrivée des comics Marvel à partir de Strange en 1970 et Fantasque en 1969 s'inscrit dans cette dynamique. Les jeunes lecteurs découvrent alors un univers de super-héros et de western traversé de problématiques morales, sociales et politiques très éloignées des récits franco-belges classiques. Les comics, traduits par Lug, véhiculent des thèmes puissants: science, mutation, responsabilité individuelle, diversité. Et ils proposent une modernité héroïque qui contraste avec la morale conservatrice des journaux illustrés français d'après-guerre. Les lecteurs des années 70-80, souvent issus des classes moyennes ou populaires, trouvent dans ces récits un accès symbolique à l'Amérique, perçu à la fois comme modèle technologique et terrain de révolte. Les revues Strange, Titan, Nova deviennent des objets de socialisation culturelle. On se les échange dans les cours d'école, on y découvre un langage, un humour, un graphisme inédit. Elle crée ce que le sociologue Pierre Bourdieu appelait un capital culturel alternatif. Une culture de passion et de collection marginalisée par la culture légitime, mais riche de sens pour ses adeptes. En diffusant ses comics en kiosque à bas prix, Lug a contribué incontestablement à la massification de la lecture graphique. Les bandes dessinées deviennent non plus un produit d'élite, comme Pilote ou Métal Hurlant, mais une culture de masse accessible.
Cette dynamique anticipe l'explosion du manga et des comics dans les décennies suivantes, mais également le succès de personnages comme Iron Man, Thor, le surfeur d'argent, les X-Men, Spider-Man et également des héros moins connus comme Zagor, Blake le Rock, mais également le Captain Swing, Hakim, Zambla et Puma Noir. Mais Lug ne se contente pas uniquement de traduire, elle produit ses propres super-héros. Des auteurs comme Micros, Cosmo, Photonic créent des personnages qui incarnent une synthèse franco-américaine grâce à Jean-Yves Mitton. Le super-héros y est souvent scientifique, humaniste, parfois marginal, un individu plus introspectif que conquérant. En inventant Photonic ou Micros, Lug oppose une affirmation identitaire à la domination culturelle américaine. Elle montre que la mondialisation culturelle n'est pas seulement un transfert unilatéral, mais une interaction créative. Du mythe, de l'idéalisme américain, le héros sauveur de la nation, vers un humanisme plus européen où le héros s'interroge sur son rôle et sa différence. C'est une illustration concrète du concept de créolisation culturelle d'Édouard Glissant. L'imaginaire américain se transforme au contact du public français. Alors, on a avec nous une passionnée de comics, en particulier de Marvel. Bonjour Maëlie. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui te passionne dans ce genre qui est la bande dessinée américaine et ses personnages super-héroïques? Oui, alors bonjour à tous, bonjour aux chroniqueurs. Je me présente rapidement. Tout d'abord, je suis Maëlie, étudiante en 3e année de sciences politiques. Et donc, moi, ce qui me passionne dans les héros, c'est la manière dont on va aborder des sujets ou des faits de société, comme par exemple, ça peut être le racisme, le sexisme, l'environnement, même l'intelligence artificielle, la violence et bien sûr la politique. Et donc, je trouve aussi intéressant la manière dont les héros représentent une lutte contre l'injustice, le bien commun, la manière dont on va combattre la criminalité. Et j'aime bien également les pouvoirs qui sont les pouvoirs, le côté un peu fantastique aussi. D'accord. Quel est ton personnage préféré? Allez, pour faire la parité, on va dire homme et femme. Alors, mon personnage préféré féminin, c'est Wanda, bien sûr, la sorcière rouge. Et en masculin, je dirais Thor. Ah, Thor. C'est bien, Thor, ça nous oui. fait un point commun. Oui. C'est très intéressant. Oui. Thor, le dieu de la foudre et du tonnerre, le dieu viking, et qui est effectivement représenté très souvent dans le mythique royaume d'Asgard, ce qui donne des bandes dessinées assez spectaculaires, enchantées, et donc j'apprécie beaucoup. Alors, parmi les chroniqueurs, est-ce qu'il y en a qui aiment les bandes dessinées américaines, les comics? Sébastien, on sait déjà, mais on ne sait jamais si tu as un personnage préféré, n'hésite pas à nous dire. Et toi, Kelly? Moi, c'est Black Panther. Black Panther. Mais par rapport au film, c'est vrai que j'ai pas vraiment lu les bandes dessinées, mais par rapport au film, oui, j'ai adoré. Alors tout à l'heure dans le sujet, on avait un visuel de la couverture de la première apparition de Black Panther dans la série consacrée aux 4 Fantastiques. Et effectivement, c'est un film qui a énormément marqué sa génération et on y reviendra de toute façon. Et toi, Océane? Alors moi, j'aime beaucoup les bandes dessinées, mais pas forcément en comics. J'aime principalement les bandes dessinées liées à l'univers artistique. D'ailleurs, c'est ce qu'on utilise beaucoup à mon travail pour rester informé et aussi se documenter sur la vie de certains artistes, parce que ça résume très bien la vie de l'artiste. En même temps, c'est imagé, donc on est très pris dans l'histoire. Donc j'aime beaucoup ce type de bande dessinée. D'accord. Alors, de Maëlie à Sébastien, de Sébastien à Océane, Kelly et à Didier, mais aussi à mes parents, eh bien, vous voyez, ces bandes dessinées ont quand même toujours trouvé leur public. Quand j'étais jeune ado, on trouvait dans les supermarchés, en fait, les étals de librairie des supermarchés, on trouvait un certain nombre de bandes dessinées. Et j'ai réussi à retrouver, en fait, des exemples et des exemplaires
de ce qu'on pouvait trouver. Alors, je monte à l'antenne. Hein, vous aviez du pif gadget pour les plus jeunes, avec pas mal de personnages et pas mal aussi d'évocations de situations de la vie quotidienne, beaucoup d'humour. Vous aviez donc ces revues qui, oui, ça c'est pour peut-être la génération avant moi, celle de mes parents, qui, oui, avec Blake le Rock, Captain Swing, notamment ici. Et puis, alors ça, vous allez trouver ça dans des boutiques, des bouquineries. Il y en a justement une à Jarry, je vous laisse trouver, au village de Jarry, hein, pour être plus précis. Et vous aviez donc les comics avec les super-héros de ce type. Et puis, on trouvait aussi le journal de Mickey pour les plus petits, les Super Picsou. Il y a des collectionneurs encore de ces bandes dessinées, les Super Picsou. Et donc, voilà, c'est ce que nous avions. Et nous passions beaucoup de temps à lire, à nous échanger ces fabuleux journaux. Et puis, les réseaux sociaux sont arrivés et les choses ont changé. Donc, voilà. Mais vous pouvez toujours trouver donc, ces bandes dessinées, notamment en Guadeloupe. Et c'est vrai que c'était très intéressant qu'en Guadeloupe, dès les années 70, vous aviez Lug Édition qui exportait en Guadeloupe donc ces bandes dessinées que l'on trouvait quelques mois plus tard que nos camarades de France hexagonale. Très bien, alors, bande dessinée genre littéraire, et bien évidemment, on est tellement bien avec tout ce qui est littérature qu'on va tout de suite enchaîner avec la chronique littéraire de notre ami Kelly, qui nous emmène aujourd'hui à la rencontre d'une personne, d'une jeune personnalité guadeloupéenne très talentueuse et qui va nous parler de littérature. Oui, effectivement. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle chronique dans laquelle je vais vous emmener découvrir vos personnalités préférées à travers un angle assez original, puisqu'on va aller découvrir à travers l'angle de leurs livres préférés et de leur bibliothèque. Mais avant ça, je voulais d'abord remercier la société Pure Vision et son Creative Studio qui nous a reçus pour le tournage de cette première interview. Donc Pure Vision, c'est une entreprise. Vous pouvez faire appel à eux pour tout ce qui concerne vos projets audiovisuels ou vos projets créatifs. Donc c'est une entreprise guadeloupéenne, une entreprise locale qui a beaucoup de talent. Donc son professionnalisme, son exigence sauront faire vivre tous vos projets avec un matériel de qualité et un décor adaptable à toutes vos ambitions. Donc notre premier invité, beaucoup d'entre vous le connaissent. Si je vous dis aventure, si je vous dis défi, si je vous dis Clean My Island, je vous l'avais deviné, nous allons interviewer Maxime Gauthier qui va nous présenter les livres qui l'ont marqué. Les gens te connaissent plutôt par rapport à tes défis, par rapport à ton engagement aussi, notamment à travers Clean My Island. Mais les gens connaissent moins le lecteur derrière les défis. Et donc, pour commencer, je voulais un peu connaître ton rapport à la lecture. Juste, ne me dis pas que tu ne lis aucun livre, parce que sinon, l'interview va être très courte. Voilà. Je lisais pas mal quand j'étais plus jeune, et je dirais de souvenirs. Je sais qu'Agatha Christie m'a pas mal marqué, accompagné, et sinon quelques romans aventures, mais plus créatifs, on va dire, pas des vraies aventures comme Mike Horn ou quoi que ce soit. Ok, un peu Jules Verne. Ouais, ou des trucs un peu dans un autre monde, un univers parallèle, mais très autour de l'aventure, de l'exploration. Ok, donc en fait, on peut dire que ça a un peu influencé qui tu es aujourd'hui. Peut-être. Et je voulais savoir quel est le livre, vraiment, si tu devais citer un livre qui t'a marqué, qui t'a transformé ou qui t'a fait changer ta vision sur le monde. Si tu devais en citer un seul. Je dirais que c'est un livre qui a complété avec l'apport de certains autres, mais je dirais le 5e accord Toltec. D'accord, ok. Donc pas les 4 accords, mais le 5e, l'autre livre que peu de personnes lisent, alors que pour moi c'est le plus complémentaire. Sans le 5e, les 4 sont plus difficiles à appliquer dans la vie du quotidien. Si tu devais t'identifier à un personnage d'un livre, si tu devais t'identifier à un personnage, ce serait qui? Compliqué comme question ça. Ouais.
sans l'avoir encore lu ou vu ou savoir de quoi est-ce que on entend autour de ce personnage, mais il y a l'alchimiste que j'ai pas Oui. encore lu et il y a des gens dans ma communauté qui me suivent, etc., qui aiment bien m'appeler comme ça. Donc je sais pas trop pourquoi, même si j'ai cru comprendre. Les résultats, je dirais l'alchimiste. Ouais, Mais de sans trop. Paulo Coelho, du Tout coup. à fait. Ok. Ça me donne un bon indice sur la réponse à notre prochaine question, qui est le genre littéraire que tu préfères. Eh ben, je dirais, même si tu m'as dit tout à l'heure de dire que je lis des livres, mais effectivement, j'en lis pas énormément. En tout cas, j'en lisais pas mal quand j'étais jeune et depuis beaucoup moins. J'ai repris la lecture, je dirais, sur les 3 dernières années à peu près. Mhm. C'est Et déjà beaucoup. le genre littéraire vers lequel je me suis naturellement orienté serait ce qu'on peut appeler les livres de développement personnel. Euh, J'aime pas beaucoup l'étiquette, mais j'apprécie beaucoup les messages qu'on peut y retrouver. Après, pour moi, ça reste des messages très larges qu'il faut pouvoir réadapter à soi. Mais pour le moment, je dirais qu'on est plutôt vers ce genre littéraire. Si tu devais aller boire un verre avec un personnage de roman ou avec un auteur, ce serait qui? Je vais tricher en disant Mathieu Gama parce que Oui. c'est devenu un copain et donc on peut aller boire des verres facilement ensemble. Il peut venir boire un verre à la maison. Mais pour avoir eu de un la chance de lire ses livres et ensuite de le rencontrer, c'est un humain extraordinaire qui a des milliards de choses à partager, bien plus profondes que celles qu'il y a dans ses livres. Mais Mathieu, 1000 fois. Il a écrit notamment Le jour où les Antilles feront peuple et Se penser peuple des Antilles, si je ne me trompe pas sur le titre. Maintenant, on va imaginer qu'on est dans un roman historique. Je ne sais pas si tu lis un peu de roman historique ou pas du tout. Non. Bon, alors, on est dans un roman historique et toi, tu es le héros de ce roman. Ok? Dis-moi, quelle période de l'histoire tu choisis? L'esclavage aux Antilles. Ah ouais? Ouais. Et ouais, d'accord. Tu m'as dit, je suis le Oui, héros, t'es le donc héros, on mais sait ce que alors, je... vas-y. Ouais. Donc, vas-y, qu'est-ce que tu vas faire? On se doute un peu de la réponse, mais... Faut changer tout ça, entre guillemets, même si l'histoire a été faite et a apporté ce qu'elle a apporté. Mais dans l'idéal, pas laisser faire ça, quoi. Pas Ouais, laisser donc te faire tout ce qui battre s'est pour fait. changer le système. Ouais. Donc ça, c'est très bien. Dès le début, comme ça, on n'en arrive pas à ce qui est aujourd'hui, quoi. Ouais, ok. Donc, mener une révolte... Ou accompagner, Accompagner. voilà, oui, être le héros, c'est moins mon délire, mais bon, tu as dit on s'imagine, etc. Oui, oui, oui. Mais pousser, être une étincelle en partie, enclencher quelque chose relativement à tout ça, mais en sens inverse, résultat. Ok, bah franchement, ce serait génial si c'était possible. Il y a d'ailleurs un livre qui s'appelle La prophétie des sœurs serpents, et ça permet justement de s'interroger sur qu'est-ce qu'aurait été la société si on avait pu changer les choses, justement. On est dans un roman fantastique. Voilà. Dis-moi quel pouvoir tu as, si tu devais choisir un pouvoir. Ou, Téléporter. Téléporter, ouais. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais. J'avoue, je pense que ça parlerait à beaucoup de monde. Déjà, les embouteillages. Plus d'embouteillages. Puis même, dès que tu vois la soufrière dégagée, t'es là-haut et ensuite tu reviens chez toi. Ah Puis oui. c'est plus écolo. T'arrêtes d'utiliser la voiture, des énergies fossiles, un pouvoir très écologique. Ah oui, c'est vrai. Moi, je pensais surtout au fait de ne pas avoir à grimper. Mais... J'aime bien les deux, mais j'avoue que quand tu vois que c'est en dernière minute que ça se dégage d'un coup et que t'as pas le temps de grimper, ça facilite la vie quand même, ouais. Ouais, clairement. Franchement, moi, je valide. Est-ce que tu as lu les Harry Potter? Non, Est-ce que tu as vu les films? certain. Ok. Parce que je voulais te poser la question, pour rester dans l'univers fantastique, quelle était ta maison dans Harry Potter? Eh ben, vraiment, je suis vraiment pas cultivé. C'est très grave. Oui, On j'ai va vraiment pas stopper lu l'interview. beaucoup, C'est j'ai bon. pas On vu stoppe beaucoup tout. de films. Je m'intéresse pas, je m'intéresse à ce Stop qui ça. vient à Oui, moi. bon, c'est bon, c'est bon. On a compris. D'accord, on coupera. Ok. Et Maxime, tu as écrit un livre aussi. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui.
Dans l'idée, je pense qu'on pourrait le qualifier d'autobiographie, vu que j'ai écrit sur moi-même et sur ma vie. Mais c'est pas, je pense pas qu'on puisse le considérer comme juste un livre autobiographique, vu que tu as un mélange de plein de genres littéraires, entre guillemets, à l'intérieur d'eux, vu que j'y raconte mes aventures. Donc, il y a un côté un peu romancé, etc. Il y a le côté développement personnel où je raconte mes traumas et qu'est-ce que j'en ai tiré et aujourd'hui vers quoi ça m'a mené. Euh, Après, il y a le côté autobiographique où je raconte vraiment ma vie perso, des faits par-ci, par-là, etc. Et ensuite, il y a un peu juste le racontage d'actions, de moments, de rencontres. Donc, c'est vraiment dans l'ordre chronologique de ma naissance à le jour où j'ai fini de l'écrire. Euh, Normalement, vraiment un fil conducteur qui permet de comprendre par A plus B d'où je suis parti et comment j'en suis arrivé là et quel choix j'ai fait ou pas qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Ok. Et on pourra le trouver quand et où? Idéalement, après ça dépend de quand sort l'interview, mais idéalement je pense qu'il sera 100% accessible courant novembre maximum, j'espère. Et soit dans mon coffre, D'accord, ok. soit en ligne, mais je ne sais pas encore où, donc sûrement sur mon Instagram Ok. ou simplement m'envoyer un message si ça intéresse quelqu'un, mais dans pas trop longtemps il sera bel et bien publié. Très bien. Merci, Kili, pour cette interview. On revient sur ce sujet dans quelques instants, mais je voulais demander à l'un de nos amis étudiants présents sur notre plateau, Yanis, je voulais te demander, pour toi, est-ce que tu dirais que la jeunesse d'aujourd'hui est une jeunesse qui s'est éloignée des livres ou c'est une jeunesse, au contraire, qui lit beaucoup plus et peut-être différemment? Alors, déjà, bonjour. Oui, bonjour. Je pense que la jeunesse d'aujourd'hui, et je représente parfaitement ce cas-là, en réalité, on représente une jeunesse qui s'éloigne progressivement de la lecture, au détriment des réseaux sociaux, au détriment d'autres outils numériques. Après, on retrouve quand même des jeunes qui s'intéressent à la littérature, qui lisent autre chose, qui lisent des mangas ou des BD, des comics. Mais on est quand même relativement éloigné, je pense, pour la plupart de tout ce qui est littérature. Alors, Est-ce qu'il y a un auteur guadeloupéen que tu connais, que tu apprécies, ou antillais, ou un autre auteur, bien sûr, mais est-ce qu'il y a un auteur de chez nous que tu connais un peu? ça sera super cliché, mais j'ai étudié Maryse Condé durant mes années de lycée, etc. Et j'ai des parents qui m'y ont initié également. Donc, je pense que c'est une personne que je peux citer dans ce cas-là. D'accord, très bien. Bon, ça fait cliché, ça fait aussi fondal, certains diraient, donc fondamental. Et c'est très bien. Alors justement, on est avec Kelly qui aussi nous propose dans notre émission, de pouvoir avoir quelques suggestions littéraires. Alors Kelly, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Alors déjà, je voulais remercier Maxime à nouveau et vous dire qu'on a discuté assez longtemps avec Maxime et vous pourrez retrouver l'intégralité de notre échange sur la chaîne YouTube de la Team Kilty. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter une sélection de livres sur le sujet, donc à savoir sur le fait, est-ce que la jeunesse se révolte justement? Et tout d'abord, il y a beaucoup de courants littéraires qui illustrent le fait que la jeunesse se révolte. Je pense à la Beat Generation, qu'on voit aussi beaucoup au cinéma, Sébastien. Et donc, c'est un mouvement littéraire qui est né dans les années 50 aux États-Unis, qui a un petit peu bouleversé l'Amérique de l'époque et qui a pour principe de remettre en cause l'ordre établi. Donc, en fait, on peut trouver des romans comme Sur la route de Jacques Kerouac, par exemple. On retrouve la révolte dans beaucoup d'œuvres et même des œuvres de la pop culture, par exemple Harry Potter, pour ne pas en parler à nouveau, mais on prend par exemple le tome 5, l'Ordre du Phénix, où Harry et ses amis, à travers l'armée de Dumbledore justement, créent une sorte de mouvement de révolte pour bousculer en fait le nouvel ordre établi par Voldemort.
Donc, la jeunesse qui se révolte, c'est quand même un thème qui est très courant dans la littérature. Et moi, j'ai choisi de vous présenter 3 livres qui présentent cela sous différents aspects. Le premier, c'était d'abord un livre pour montrer qu'il n'y a pas réellement de conflit générationnel, puisque parfois les anciennes générations, à travers justement les livres, arrivent à transmettre des messages. C'est le cas, par exemple, de Murmure à la jeunesse, de Christiane Taubira, qui écrit ce livre à la fin des attentats de 2015, au moment où elle décide de quitter le gouvernement. Donc, elle était à l'époque garde des Sceaux. Et en fait, je trouve ce titre très beau parce que elle murmure à la jeunesse, c'est-à-dire qu'elle va expliquer ses choix à la jeunesse et en même temps, dans une période qui était très sombre, très marquée par les attentats et au final où il y avait peu d'espoir, elle va réussir justement à redonner une sorte d'espoir en fait à cette jeunesse-là. Ensuite, j'aime beaucoup la phrase de Frantz Fanon qui dit que chaque génération doit, dans une relative opacité, affronter sa mission, la remplir ou la trahir. Et je trouve que ça illustre parfaitement ce mouvement justement de la jeunesse. On va en retrouver, on va voir que le fait que la jeunesse se révolte, ce n'est pas forcément quelque chose qui a trait à notre époque actuelle. Et il y a un livre qui l'illustre parfaitement. C'est un roman qu'on qualifie de young adult, donc c'est un roman qui s'adresse aux adolescents et qui s'appelle The Black Kid. Et dans ce livre, en fait, on va suivre les événements qui se sont déroulés à la suite du passage à tabac de Rodney King dans les années en 1992 à Los Angeles. Et en fait, c'est toute la jeunesse qui s'est révoltée justement pour dénoncer les violences policières. Et là, on va suivre justement l'histoire d'une jeune fille qui va un peu éveiller sa conscience suite à ces événements-là. Et enfin, le dernier livre duquel je voulais vous parler, c'est le dernier livre de Gaël Faye qui s'appelle Jacaranda. Et dans ce livre, Gaël Faye montre que la jeunesse, c'est également l'espoir. Parce qu'il va s'intéresser justement à la situation post-génocide, c'est-à-dire qu'il va regarder comment vont faire les survivants et leurs descendants. Et on va suivre l'histoire de Milan, qui est un jeune rwandais, métis rwandais français, qui va partir un peu à la découverte de son pays et de cette jeunesse justement qui tente de faire vivre le Rwanda et de pardonner justement ce qu'il s'est passé. Donc, voilà pour ma sélection de livres. J'espère que ces livres vous plairont et on se dit à très bientôt pour une nouvelle sélection littéraire. Merci Kelly, excellente sélection. Et Gaël Faye est un écrivain à suivre. Il est jeune, très talentueux, mais c'est aussi un slammer ou rappeur, je ne sais plus. Un slammer et une personnalité vraiment affable, très appréciable. Nous allons maintenant faire un pas, parce que de la littérature au cinéma, il n'y a qu'un pas. Et nous allons continuer à explorer ce thème que Kelly a eu la gentillesse de nous introduire. C'est celui de la jeunesse, et en particulier de la jeunesse qui se rebelle, de la jeunesse qui dit non et de la jeunesse qui change les choses, qui change le monde. Alors pourquoi nous avons choisi aujourd'hui de traiter ce thème? C'est parce que l'actualité nous a montré depuis quelques mois, quelques semaines, qu'il y a des jeunes de la génération Z. La génération Z, c'est cette génération de jeunes nés entre 1997 et les années 2000, et qui donc 2012, pardon, et qui donc cherchent à s'émanciper par rapport à un certain nombre de cloisonnements, par rapport à un certain nombre d'oppressions que l'on voit ci et là dans notre monde. Alors vous me direz, oui, il y a toujours eu de la tyrannie. Pourquoi c'est maintenant que les jeunes se rebellent? Est-ce qu'ils ne se sont pas toujours rebellés? Ben oui. Ils se sont souvent rebellés. Il y a eu mai 68, par exemple. Mais bien avant, on sait que dans la commune de Paris, il y avait beaucoup de jeunes qui prenaient les armes. Et donc, cette génération Z comment dirais-je, caractérise par cette utilisation, justement, de ce dont nous sommes friands sur ce plateau, c'est de la pop culture. Et donc, il y a comme ça tout un lien qui se tisse entre une génération qui est très férue de numérique, qui est très férue de diversité culturelle, mais qui est aussi très férue de consommation des réseaux sociaux,
et qui donc introduit des éléments de pop culture qu'elle partage pour être dans une dynamique d'émancipation, voire même de révolte. Et le cinéma nous le montre depuis un certain nombre d'années. Et donc, je passe la parole à notre ami Sébastien qui va nous parler de ces différentes étapes dans le cinéma, le 7e art, de la représentation de la révolte des jeunes. En effet, effectivement, si le cinéma doit être pris comme un média proche de sa réalité, en ce qui concerne la jeunesse, comme tu le disais, c'est encore plus vrai. En réalité, le cinéma et la jeunesse qui se révoltent, c'est une histoire qui est ancienne, qui est même très ancienne, mais qui peut être, selon moi, jalonnée par certaines pièces qui ont été remarquables. Et en l'occurrence, malgré les apparences, on peut remonter jusqu'aux années 50, fin des années 50, avec notamment en 1959 un film qui va marquer les esprits. S'il s'agit des 400 coups de... Excusez-moi. Oula. Le film des 400 coups, pardon, qui est effectivement de Truffaut, qui à l'époque est une vraie nouveauté dans la mesure où il présente un jeune adolescent qui sort justement de son état d'enfance à travers un mouvement de rébellion, et plus particulièrement qui va marquer son époque, puisque certains considèrent que le film annonce ce qui va se passer quasiment 10 ans après, notamment les révoltes de 58 et ensuite de 68. Et pour la société française, c'est quand même un séisme pratiquement, puisque dans la foulée, on verra d'autres œuvres qui vont marquer d'autres générations, plus particulièrement la génération, comme tu disais, des années 90. Un film en particulier, en 95, La haine, de Mathieu Kassovitz, qui, lui, va aller chercher une jeunesse qui, justement, avait eu tendance à être oubliée par les médias français, et plus qu'oubliée, marginalisée même par les médias français, puisque La haine se plonge directement dans les banlieues et donne un portrait de la banlieue française qui est littéralement percutant. On y voit de jeunes acteurs qui aujourd'hui sont des légendes même du cinéma français. Pour ne pas les nommer, un certain Vincent Cassel, il fait ses premières armes avec un monologue qui restera d'ailleurs dans les mémoires, où il parodie dans une certaine mesure un autre acteur célèbre, à savoir De Niro dans Taxi Driver. Mais rien que cette scène a été l'une des scènes les plus marquantes de l'époque, puisqu'il s'agit véritablement de l'expression de la haine face à une société qui ne les comprend plus. Jusqu'ici, tout va bien. Et tout va bien pour toi, Sébastien. Mais je voulais te dire que je me souviens de cette époque où on avait ce film qui avait quand même été bien médiatisé et qui était aussi une sorte de nouvelle vague en termes de cinéma. Tout d'un coup, ce regard sur la jeunesse des banlieues, il faut bien le dire, une jeunesse défavorisée, une jeunesse, bien sûr, pour une certaine part issue de l'immigration, venue des Antilles, etc. Et donc, un focus sur la diversité culturelle aussi à travers ce film. Mais moi, ce qui m'a impressionné, c'est que ce film coup de poing, c'est un peu comme France 98, la Coupe du Monde, un gros focus. Et puis ensuite, on retourne vraiment à une forme de banalité, de routine, de l'exclusion de ces jeunes. Alors c'est justement peut-être le point le plus faible du cinéma français de façon générale, qui a malheureusement effectivement tendance à focaliser à une certaine période sur certains films, mais ensuite à oublier un peu ce qui se fait dans le cinéma autre que, on va dire, le cinéma grand public français. Mais malgré tout, la chance du système français aujourd'hui, c'est que les plateformes se sont mêlées de la question. Et notamment grâce à Netflix, on a pu découvrir d'autres réalisateurs qui ont fait sensation. J'entends notamment des personnes comme Ladji, qui a réalisé entre autres Les Misérables, qui là aussi était un film qui a marqué par rapport non seulement à son titre, qui rappelait une autre œuvre, mais finalement qui remettait le focus sur qui étaient les véritables misérables de la société française. Et en l'occurrence, c'était encore un cri de révolte d'une certaine jeunesse. Tout à fait. Alors, je nous propose qu'on puisse regarder un extrait de La haine avec cette scène très emblématique.
Alors c'est d'autant plus marrant quand on sait que les deux scènes, que ce soit dans Taxi Driver ou dans La Haine, sont en fait le reflet justement de cette jeunesse qui se sent perdue, cette jeunesse qui se sent marginalisée, mais qui pourtant, dans une certaine mesure, conserve justement la fougue de la jeunesse pour se rebeller contre le système qui semble l'oppresser. Et en l'occurrence, en fait, ça nous donne cette caisse de résonance que devient le cinéma par rapport justement au mouvement de révolte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on regarde certains mouvements actuels, que ce soit aux États-Unis ou en Asie ou bien même dans d'autres pays dans le monde, on voit que la pop culture, effectivement, est souvent reprise comme moteur, comme symbole pour ces rébellions. Mais surtout, on constate qu'il y a une synergie entre les deux, puisque la rue s'inspire du cinéma et le cinéma s'inspire de la rue dans ces représentations. Donc, en réalité, je crois qu'on peut même considérer que le cinéma devient presque un sismographe social, puisqu'on voit résonner à travers les écrans tous ces mouvements qu'on ne soupçonne pas toujours au début, mais qui finalement finissent par prendre une ampleur qui dépasse même ce qu'on aurait pu imaginer. Et je crois qu'à l'heure actuelle, ce qui est le plus dangereux, ce serait de commencer à ne plus vraiment écouter cette rue quand elle commence à vibrer, puisque finalement, ça nous donne des exemples comme ceux qu'on a actuellement aux États-Unis ou encore dans la mer des Caraïbes, avec le cas du Venezuela et toujours les États-Unis. On constate que finalement, la réalité, comme on l'avait dit la dernière fois, finit par se confondre avec la fiction. Mais il n'empêche que beaucoup de choses restent encore à dire sur ces questions. Et je crois que le cinéma va souvent nous montrer les prémices de ce qui risque d'arriver. Tout à fait. Tu avais une sélection de films aussi que tu voulais nous... Oui, alors justement, parmi les films que je trouvais intéressants à proposer, il y a bien sûr La Haine, mais aussi Les 400 coups de Truffaut, et d'autres films un peu plus récents comme Joker, qui avait été un film particulièrement marquant au moment de sa sortie, et un petit qui est peut-être un peu moins connu, mais qui mérite d'être découvert. Il s'agit de Sorry We Missed You, qui est lui aussi un film assez poignant sur la question de la révolte face aux injustices et qui tient encore, disons, qui donne un message d'espoir par rapport au retournement de certaines situations. Et bien sûr, d'autres classiques comme Trainspotting ou encore Easy Rider, mais là, je pense qu'il faut encore les regarder avec un filtre qui ne soit pas trop biaisé, puisqu'il s'agit de films très ancrés dans leurs époques respectives, à savoir les années 90 anglaises et les années 70 américaines. D'accord. Est-ce que tu dirais qu'Orange Mécanique est un peu dans cette même veine ou c'est autre chose? Moi, je me suis arrêté à la moitié parce que je trouvais que c'était un peu... Alors, Orange Mécanique, oui, rentre un peu dans la même dynamique, mais à ceci près que Orange Mécanique est un extrême, en fait, de cette idée. Et justement, tout le principe d'Orange Mécanique est de vraiment montrer jusqu'où la marginalisation peut amener un individu qui se retrouve complètement désœuvré, mais qui, par un besoin d'exister, choisit l'ultra-violence plutôt que de ne pas exister. Et Orange Mécanique, dans une certaine mesure, a cet intérêt de nous montrer que quand il faut que ça s'exprime, ça s'exprimera de toute façon. Donc la révolte finit par ressortir de la façon la plus, malheureusement, violente et destructrice possible. D'accord. Alors, on va, avant de passer à notre autre chronique, j'aimerais qu'on puisse regarder quand même cet extrait des 400 coups avec ce garçon qui représente quand même avec cette scène très emblématique, qui représente vraiment ce qui va arriver, comme tu le disais, pour les années, pour mai 68 par exemple.
Voilà. Alors, s'il y a des jeunes qui nous regardent, je vous recommande de courir comme ça à la grande danse des haies ou à la perle. Et puis, ça va activer votre envie de révolte. Très bien. Alors, avant de passer à notre prochaine chronique, nous allons donc faire un petit circuit publicitaire, une page de couleur. Et on se retrouve juste après.